Bienvenue à On se livre, le balado qui met en lumière des personnalités fortes qui pensent le monde, chacune à leur manière. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et je suis autrice, réalisatrice et chercheuse à l'Université Concordia. Je m'appelle Maïka Sondarji, essayiste, chroniqueuse et professeure en relations internationales à l'Université d'Ottawa. On est amis depuis 15 ans et on vous invite dans notre safe space où tout peut être dit. Bienvenue à On se livre, le podcast où on a du plaisir avec des auteurs et autrices. Je suis très motivée. Moi, là, j'ai bu trop de café. Ou de vin? C'est le matin! Pas encore. Avant de commencer avec notre superbe invité aujourd'hui, je voulais mentionner le support qu'on a reçu de différentes maisons d'édition, notamment Luxe et Éco-Société. Donc, ils nous supportent financièrement pour ce podcast qui, quand même, on aime ça le faire, mais ça coûte des bidous pour payer tout ça. Donc, on salue Luxe et Éco-Société et on vous rappelle que les livres qu'ils proposent sont fort intéressants. Luxe a d'ailleurs publié... Moi. Toi. Marc Fortier. Oui, qu'on a reçu. Simon Paré-Poupard qui a gagné le prix des libraires pour son essai. Éco-Société a publié Camille Toffoli qui a aussi gagné le prix des libraires il y a quelques années et qu'on a reçu au podcast. Donc, bref, nous, on les lit. En tout cas, on vous invite à les lire. On vous aime, Luxe et Éco-Société, mais on aime aussi Cardinal et Sarah Maud Beauchesne. Salut! Allô, Sarah Maud. Salut! J'ai même pas besoin, en fait, de faire d'introduction. Mais je vais quand même la faire, juste pour montrer aux gens à quel point tu es bonne. Ah, ça, c'est gentil, ça part bien. C'est bienveillant, Sarah Maud Beauchesne. Donc, là, j'ai mes notes parce qu'il y a trop de choses. Autrice, scénariste, comédienne. Tu t'es d'abord fait connaître par ton blog littéraire Les Fourchettes, qui était vraiment un happening à Montréal de 2010 à 2020, on va se le dire. C'était quelque chose, hein? C'était un phénomène. Ça fait longtemps. Les gens m'en parlent plus parce que les gens comme étaient pas nés dans ce temps-là, mais à mon souvenir, c'était quand même quelque chose. Oui. Dans ma vie, en tout cas. Oui, il y avait comme des rassemblements aussi des lectures en publiques. ville. C'était gros pour un blog. Même si ça n'existe plus, les blogs aujourd'hui. Ma belle-fille a 13 ans puis elle sait pas c'est quoi un blog. Fait mais est-ce que tu as un Substack, apparemment? Oui, Substack. Ça, c'est la nouvelle affaire. Je suis pas rendue là. OK, on s'en reparle après. Ceci étant dit, tu travaillais aussi en publicité à l'époque, quand même. À l'époque, chez Sidley, je pense, et ailleurs peut-être. Mais au fil des années, tu as parlé d'amour, tu as parlé d'amitié, tu as parlé de sexualité, tu as parlé d'émancipation des femmes. Et tu le fais toujours avec un style, une plume et ton écriture intime qui est propre à toi. Tu as publié Les Fourchettes, justement, aux éditions Urtubise, mais tu n'as pas fait que ça. Tu as écrit aussi pour la télévision. Oui. Non, pas Cœur de Stock, excuse-moi. Tu as fait la série Fourchette, évidemment, qu'on a vu, qu'on a adoré. Cœur de Slotch, ça, c'est un projet qui n'était pas pour la télé, mais pour le cinéma. Et récemment, pour la télévision, tu as signé avec Nicolas Morel, Belle-Fleur. Oui. Ça, c'est cool! Oui. C'est très, très bien. Et récemment, tu as fait paraître chez Cardinal Faire la romance, qui est un récit, en fait, sur la question de la maternité. Oui. Où tu abordes de plein fouet, je dirais, cette question-là, qui est compliquée. Très. Tu le fais avec nuance. J'ai essayé. Alors moi, ma première question pour toi, qui depuis toujours écrit, pourquoi l'écriture? On commence avec une question facile, simple. C'est une grande question. C'est la question. Je pense que pour moi, c'est cliché, mais écrire, c'est comme respirer. On dirait que je peux pas exister sans l'écriture. J'ai jamais vraiment, à mon souvenir, existé sans l'écriture. C'est comme ma façon, c'est ma langue, c'est ma façon de m'exprimer, c'est ma façon de me comprendre. J'ai sincèrement l'impression que je saurais pas je suis qui si j'avais pas écrit. Parce que c'est à travers mon écriture que je me comprends d'abord et que je comprends le monde ensuite. Puis quelle autrice t'ont façonné ta manière de voir l'écriture? C'est sûr que mon espèce de étincelle est un trop petit mot, mais un espèce de feu d'artifice dans mon cerveau, c'est Marguerite Duras avec L'Amant, parce que... j'ai des frissons. Oui. J'ai plusieurs copies de L'Amant de Marguerite Duras, et dans chaque copie, c'est écrit « C'est mon livre de vie ».
Puis je l'ai écrit à l'université dans ma première copie parce que j'ai découvert Marguerite Duras à l'université, donc très tard. Ça a été une révélation parce que au secondaire, au cégep, on ne me faisait lire que des auteurs masculins, cisgenres, hétérosexuels, blancs. J'ai découvert Marguerite Duras et donc je me suis vue à travers son écriture, son récit, sa façon de s'exprimer, sa façon de voir les phrases, les mots, la prose. J'avais jamais compris qu'on pouvait écrire comme ça. C'est aussi, selon moi, une écriture qui est très accessible parce qu'elle est libre. Et puis, moi, je m'identifiais beaucoup à un style d'écriture libre parce que je savais que j'allais pas aller à l'université très longtemps. Je suis pas une fille très académique. Ben, je suis bonne à l'école, j'étais une première de classe, mais j'avais pas l'intention de poursuivre des grandes études supérieures. Donc, je savais que mon écriture allait être très proche du quotidien. Oui, puis j'ai vu ça dans l'écriture de Marguerite Duras. Donc, ça a vraiment ouvert tout mon... Ça a déclenché en moi le développement de mon style d'écriture, ça, c'est assuré. Là. Mais ça, il faut qu'on prenne juste une petite seconde. Sur l'amant de Marguerite Duras, parce que je l'ai relu cet hiver, puis à 2 reprises. Puis, est-ce que tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. OK, il faut que je te l'offre. Mais là, c'est excitant, j'ai envie. Comme, pour moi, là, j'ai relu ça, puis je me suis dit, est-ce que on peut juste exister? Est-ce qu'on peut juste être? Et son style est extraordinaire à Marguerite Duras. C'est pour moi l'autrice qui écrit le mieux. En tout cas, oui. À mon goût évidemment, personnel. tu parles à une de ses plus grandes fans aussi, là. Fait que pour moi, je suis absolument d'accord avec toi. Puis même si l'histoire est un petit peu bizarre, là, quand même, 100%. c'est comme une adolescente qui a une liaison avec un homme vietnamien, je pense. Oui, il vient de Saigon. OK. Oui, c'est ça. C'est au Vietnam. Ouais. Tu sais, il y a l'aspect colonialisme, il y a l'aspect comme sensualité interdite, etc. Absolument. Mais on peut-tu se dire que ce souffle-là est remarquable? Moi, je peux même pas revenir de ce livre-là. Non, moi non plus. J'en suis pas revenue. Comme il faut que tous qu'on le lise encore, même si Marguerite Duras, des fois, elle était un peu malcommode dans la vraie vie. Absolument, oui. Comme, on l'aime. Ben oui. Mais il y a un érotisme dans l'écriture de Marguerite Duras qui, c'est drôle, me rappelle toi. Ben, c'est un trop grand compliment pour moi. Là. Je pense pas que je peux le prendre, là, mais je sais pas si on vous veut voyez plus la de caméra. lecture comme ça. On veut plus de lecture charnelle, plus de lecture sensuelle, ancrée, tu sais. Oui, parce qu'aujourd'hui, nous, on reçoit surtout des auteurs, autrices d'essais, mais c'est un récit que tu fais, mais qui est quand même politiquement chargé. Tu parles notamment de la maternité comme un choix politique, notamment. C'est un essai, finalement, il y a beaucoup de matériel là-dedans. Fait que pourquoi est-ce que tu as décidé d'écrire là-dessus, sur la maternité, comme un choix politique? Parce que ça faisait partie de ma vie et ça fait encore partie de ma vie. J'ai toujours écrit sur les choses qui m'arrivent et les choses qui m'habitent. C'est instinctif. Je planifie pas mes prises de parole, vraiment. Puis c'est une prise de parole qui est très, tu sais, je le disais il y a quelques minutes, je suis pas éduquée, j'ai pas d'études supérieures. C'est important pour moi de rester dans le vécu puis dans le ressenti parce que j'ai pas ce bagage-là pour écrire un essai. Mais c'est pour ça que j'ai décidé de prendre la voie du récit parce que ça me permettait d'aller partout, de parler, d'être engagée, mais aussi d'être super vulnérable et d'être aucunement impartiale, tu sais, d'aller un peu dans toutes les directions. Puis pour moi, c'était très sécure d'utiliser cette forme-là parce que j'avais pas envie non plus d'éduquer. Je voulais juste partager. Est-ce que tu avais peur d'écrire sur ce sujet parce que c'est un enjeu, c'est toujours un peu, comment je dirais, ça porte à certaines discussions. Tu t'exposes. Tu t'exposes toujours, mais de cette façon-là, il y a quand même vraiment une part de ton intimité qui est révélée. Est-ce que tu avais des craintes ou... moi, j'aime ça quand même provoquer. Okay. À ma façon et poliment. Toujours. Et en contrôle. Polie. Oui. C'est drôle parce que j'ai souvent provoqué d'une manière sexy, dans le sens que c'était comme... c'était apprécié de ma part d'être très vocale sur la sensualité des femmes parce que c'est comme cute. Tu sais, c'est comme, ça dérange pas. C'est beau, hein, une fille, l'ingénuité d'une femme. C'est donc, c'est comme, on dirait que les gens l'accueillaient de manière comme, ouh, mais c'est correct, tu sais, ça passe parce que c'est sexy. Tandis que la maternité et la non-maternité, et cette ambivalence-là n'est pas sexy.
Tu parles d'avortement beaucoup. Ce n'est pas sexy. C'est mon sujet préféré et le tien sûrement aussi. Là, mais je me fais souvent dire ça. L'avortement, c'est pas sexy. Non, les gens veulent pas en entendre parler. Non, exact. Mais c'est la première fois que j'avais l'impression de toucher à un sujet qui allait comme provoquer d'une manière qui est pas propre. Ouais. Puis ça m'excitait beaucoup. Et donc, quelles ont été les réactions finalement? Est-ce que c'était positif? Généralement, c'est sûr que je rencontre dans mon chemin des messieurs qui comprennent pas que je veuille pas d'enfants. Ils existent et ils sont partout. On va l'appeler Robert. Robert, il aime pas ça. On va les appeler Robert parce qu'il y en a plus qu'un. Mais on dirait que je suis comme... Ils me font rien, ces gens-là. Ah oui, hein? Ils me font rien. Les hommes et les femmes qui remettent mon choix en question, ma réflexion en question, parce que dans le livre, c'est une réflexion, il y a pas de réponse à la fin. Je m'en fous de ces gens-là. On dirait que je suis comme, cool. Ben, c'est plate pour toi que tu me laisses pas cet espace-là. Je comprends pas. J'aimerais ça que tu m'expliques pourquoi tu me laisses pas cet espace-là. C'est ça la conversation que j'ai envie d'avoir avec ces gens-là, en fait. Mais c'est important de le faire parce qu'en ce moment, je sais pas, depuis, en fait, l'ascension de Trump pour son 2e mandat, puis bien avant ça aussi, mais il y a comme une obsession de la fertilité. Tu sais, le mouvement nataliste, là, est extrêmement fort. Et je trouve qu'on est bombardé sur Instagram aussi de ce genre de contenu qui, tu sais, moi, j'ai des enfants, premièrement, ça m'écoeure, ce type d'injonction-là à la maternité, même si j'ai des enfants, et même si je corresponds au modèle familial traditionnel, je trouve ça affolant, en fait, de nous envoyer ça toujours, constamment, en plein visage. Je me sens même des fois dans Handmaid's Tale, tu sais, de cette dictature-là. Oui, vraiment. Absolument. Fait que prendre la parole, et c'était important, en fait. Ce que j'aime de ton livre, c'est que c'est pas ni faut avoir des enfants ou un récit de maternité. Par exemple, on a reçu Mélanie Boulay qui parle de son récit d'accouchement, de maternité, ou d'autres livres qui portent sur le non-désir de maternité sur 100%. Toi, il y a comme une ambivalence qui est intéressante. Ben oui, c'est ça qui me faisait souffrir. C'est ça qui m'habitait. C'est ça qui me guidait à tous les jours. C'était de pas savoir. C'est d'avancer dans mes journées et de pas savoir si j'allais être mère ou non. T'sais, c'était comme une obsession pour moi. C'est ça qui m'obsédait. C'était pas... puis après ça, c'est un privilège, évidemment, de choisir d'être mère ou non. Là. En même temps, je sais même pas si je suis fertile. Donc, tu sais, comme il y a plein de points d'interrogation dans ce récit-là pour moi. Mais... Pour moi, je me rappelle plus de ta question. C'est ça, tu disais que c'est l'ambivalence qui t'habite. Oui, c'est pas ça. De savoir que t'en veux pas, parce que ça aussi, c'est assez challengeant en société, ça peut créer des remous. C'est l'ambivalence. Exact. Puis j'ai été, je crois, assez... En fait, c'est ça qui m'habitait pendant l'écriture du récit, c'était que je voulais être prudente parce que je me sentais très vulnérable face aux récits de femmes et très, influençable. Ah oui? Je le raconte dans le livre, mais j'étais allée voir une psy parce que mon ambivalence me faisait vraiment rusher. Et puis, je sentais qu'elle avait comme un agenda caché, sans malice, là, mais comme ça me titillait. À chaque fois que je sortais d'une séance, je me disais, je vais en avoir dans le fond. Faut que j'en ai un dans le fond. C'est problématique. Parce qu'elle m'a dit à un moment donné, si tu te poses autant de questions, c'est peut-être que parce que t'en veux. Puis ça m'a vraiment troublée parce que à chaque fois que je sortais, je me disais, dans le fond, faut que je sois mère. Puis à un moment donné, après 8 sessions, je lui ai dit, est-ce que je peux te poser une question personnelle? Puis elle m'a dit, habituellement, on peut pas vraiment... Elle me fait son discours de psy qui est super. Je dis, mais je vais te la poser quand même. Ah oui. Elle dit, faut que tu vives avec ma réponse, par exemple. Puis je dis, ça va rien changer. Vas-y, je t'accueille. Puis je dis, est-ce que t'es mère? Puis elle a dit, oui, je reviens d'un congé de maternité de mon 4e. Ah! OK. C'est quand même confrontant un peu. Oui, puis j'ai fait, parfait. Félicitations, adieu. Oui. Adieu, parce que malgré elle, puis si j'étais à sa place, peut-être que je me serais positionnée aussi comme ça inconsciemment, mais je le sentais qu'il y avait quelque chose de viscéral en elle, puis c'était vraiment pas un agenda de dictature Handmaid's Tale-ien. C'était pas intentionnel, non, nécessairement. Mais j'étais comme, je l'avais senti, cette affaire-là, puis donc moi, en écrivant le livre, je voulais vraiment faire attention de ne pas influencer la lectrice ou la personne qui allait me lire puis qui se posait la question, parce que moi, j'étais dans un état de fragilité extrême par rapport à cette décision-là. Fait que je voulais tellement naviguer là-dedans, toujours en balançant le oui, non, peut-être, voici les options, voici ce que je pense, moi, je vis ça en ce moment, mais c'était important pour moi de pas
donner de réponse aussi à la fin. Mais moi, c'est bien parce que ça valide plein d'autres femmes qui ont ces réflexions-là, qui n'ont pas eu ou qui en ont eu, donc c'est vraiment... Mais j'ai une question pour toi. Est-ce que cette tension venait de l'extérieur beaucoup ou tu dirais plus de toi en dedans? Mais je le vivais, moi, avec les autres femmes autour de moi ou les autres personnes qui avaient eu des enfants autour de moi. Quand je passais du temps avec une mère qui était super bien dans sa maternité, qui me parlait comme tout bonnement de à quel point son accouchement était merveilleux, tout ça, je suis comme « Ah, j'ai le goût, dans le fond. » Puis après ça, je parlais à quelqu'un qui avait pas eu d'enfant, puis je suis comme « Ah, l'enfant, j'en veux pas. » Tu sais, j'étais tellement influençable, j'étais une éponge et j'étais girouette, là. Je pouvais changer d'idée à chaque minute dans une journée, là. Wow. Donc, c'est parce que je le vivais, moi, personnellement, dans mon chemin, que je voulais pas le faire à une autre personne qui allait me lire. C'est une construction identitaire, finalement. 100%. Mais je pense qu'on vit tout ça, mais qu'on le nomme pas. Qu'il y a une construction identitaire à qu'est-ce que je veux. Tu sais, moi, je suis aussi passée par là, mais ce que j'aimais pas, c'est que, tu sais, quand j'étais plus jeune, moi, je voulais pas d'enfant, là. Ça a jamais été... je n'ai jamais cru au modèle familial pour toutes sortes de raisons, puis j'étais vraiment comme... Regarde-toi aujourd'hui. Oui, non, mais j'étais dans ce processus-là et j'ai détesté me faire dire par qui que ce soit, ça sera ta vie. Ouais. Et c'est la question du libre choix. Genre, est-ce qu'on peut revenir à ça, finalement? Mais est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, il y a encore cette... est-ce que c'est aussi pire qu'avant? Parce que cette pression-là... Je pense qu'on s'améliore, nous, ici, dans notre chambre d'écho. Ouais. Je pense que c'est peut-être pas aussi facile d'assumer son ambivalence ou son envie de non-maternité quand on vient d'une famille plus traditionnelle, plus conservatrice, parce qu'il y en a ici aussi, là, des modèles familiaux très, très, très scellés dans quelque chose de traditionnel. Mais je pense que même quand tu viens pas d'un milieu comme ça, j'imagine... Ben, en fait, la question de la maternité, c'est comme s'il y avait... On commence à pouvoir se la poser. Ma mère, qui a 30 ans de plus que moi, elle pouvait pas se la poser. Comment elle s'appelle déjà, ta mère? Tidane. Ah, Tidane, c'est ça. Allô, Tidane. Allô, Tidane. Elle pouvait pas se la poser. Elle est complètement complète dans son choix d'avoir eu des enfants. Elle l'a jamais remis en question. Ça lui appartient pas. Ça a jamais été dans son identité, dans sa quête identitaire de regretter ou quoi que ce soit, mais c'est fou quand même. Ma mère n'avait pas... Ce discours-là n'existait pas pour elle. Exact. Le problème, c'est de ne pas avoir eu le choix. Exact. Avec la maternité, ce qui est étrange, c'est que, je dirais pas toujours, mais il y a des gens qui hésitent. Une fois qu'ils ont un enfant, ils sont contents. Dans le sens où, quand cet être-là existe, tu l'aimes, c'est ton enfant. Puis, contrairement à toi, moi, j'ai toujours voulu des enfants. Moi, j'en voulais 2. C'était 2. Puis là, je savais. Mais plus je vieillissais, plus j'étais bien dans ma vie, plus j'avais des modèles autour de moi, moins j'en voulais. Mais c'est sûr qu'une fois que j'ai eu ma fille, j'étais super contente. Mais c'est pour ça que les gens, c'est des mauvais... Il y en a que c'est plus difficile, par contre. Et ça, c'est très tabou. Vrai, des parents qui ne sont pas heureux parents, c'est quelque chose dont on parle peu, mais ça peut arriver Mais aussi. la mère ingrate, il y a quand même beaucoup de plus en plus de figures comme ça qui osent dire c'est dur la maternité, puis j'ai pas aimé mon accouchement. Oui, mais toujours c'est souvent sous le couvert de l'humour aussi. Ouais. C'est comme, la mère, je ne cite pas la mère à bout, mais c'est un peu ce personnage-là. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours dit, j'aurais été une bonne mère, mais j'aurais été une mère malheureuse, peut-être. Tu sais, ça existe, ça aussi, être une bonne mère, mais être malheureuse dans son rôle de mère. Il y a très peu de discours qui sont à visage découvert aussi. Tu sais, moi, j'ai lu plusieurs témoignages de femmes qui ressentent un grand regret maternel, mais c'est rare que de s'asseoir devant une femme qui dit « Ouais, moi, je regrette d'avoir eu mes enfants ». Moi, c'est une discussion que j'aurais aimé avoir avec quelqu'un, je pense. Ben, moi, j'aurais aimé ça avoir cette discussion-là avec toutes les mères qui ont été forcées d'avoir des enfants. Oui. Et je pense à nos arrière-grand-mères, nos grand-mères, tu sais. Je trouve ça fou de penser à ça. Plus qu'un, plusieurs. Non, mais moi, ma grand-mère paternelle s'est mariée à mariage arrangé à Madagascar à 14 ans. Puis elle a eu 13 enfants. Jusqu'à 40. Mon père, elle l'a eu à 40. Fait que c'est beaucoup d'enfants. En peu de temps. C'est fou. Incroyable. Moi, je serais devenue sœur. Ouais. À l'époque, là... Ça donnait une liberté politique. Hein? Non, mais si j'avais eu comme l'obligation de faire des enfants, puis que j'avais pas eu le choix, je pense que je serais allée vers... Et toi, est-ce que tu as déjà pensé à ça? Devenir sœur? Devenir sœur. Non, mais à l'époque, est-ce que tu aurais été sœur, toi aussi? Ou je pense que non. Je pense que j'aurais... je connais un peu ton histoire, ton background, ton côté très politisé, jeune, engagé, très, très consciente et éveillée. Je connais moins ton background, mais moi, j'avais pas cette
j'étais pas aussi éveillée jeune. C'est arrivé plus tard dans ma vie. Je pense que j'étais intelligente, mais j'avais juste pas de modèle. Mais donc, j'aurais sûrement suivi le groupe. T'aurais eu 10 enfants, c'est puis t'aurais fait ton intéressant. pain au lait. Puis j'aurais regretté, j'aurais été malheureuse. Est-ce que j'en serais peut-être morte, là, je sais pas, mais je pense pas que, mettons, à 12 ans, j'aurais eu cette... j'aurais aimé l'avoir. J'aime ça rêver que j'étais cette jeune fille-là, mais aussi mon engagement politique féministe est arrivé sur le tard. Ça vient selon nos parcours de vie. Toi, c'est arrivé comment, cette révélation-là, cette prise de conscience? Ben, c'est sûr, c'est cliché, mais c'est avec la trentaine. C'est comme... Ouais. C'est comme la première fois que des fois, je ressentais l'envie d'être enceinte. Ah, je te parlais plus du féminisme, du féminisme toute la aussi. question. Oui, donc c'est ça, c'est à cette étape-là. Oui, OK. Mais féminisme, ça a été trop tard pour... Puis c'est comme un gros regret que j'ai, mais c'est pas de ma faute, là, mais tu sais, c'est arrivé très tard. La première fois que j'ai entendu parler de féminisme, c'est quand Emma Watson a fait son discours à l'ONU. Ben, c'est beaucoup arrivé pour plein de gens à ce moment-là. Vraiment, c'est très mainstream comme référence, mais moi, c'est la première fois que j'entendais la vraie définition du féminisme. Puis après ça, ça a piqué ma curiosité de manière foudroyante. Mais c'est arrivé tard. Puis même, tu sais, j'en parle souvent, mais dans mon rapport aux autres femmes aussi, ma misogynie internalisée a été tellement nourrie et entretenue à l'adolescence que c'est vraiment une époque que j'aimerais revivre avec une autre lunette. Ben, si tu le revivais cette époque, on vient de recevoir Camille Toffoli qui a écrit là-dessus, S'engager en amitié, c'est sur l'amitié femme-femme. Oui, je pense que t'aimerais ça. C'est un livre pour les 15-18 qui déconstruit la primauté qu'on donne à la famille. Mais qui m'a plu, moi, personnellement, beaucoup, même si j'ai 34 ans, là, comme de revoir un peu l'amitié. Puis elle parle justement de cette conditionnalité de jalousie, de rivalité qui est enseignée dès l'enfance, puis comment la déconstruire. Puis j'aime ça, ce que tu fais dans ton livre, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que tu déconstruis la famille nucléaire comme étant le modèle à suivre, parce que j'aime ça quand tu me parles de tes apéros puis de comment tu vis tes amitiés, parce que il y a ton conjoint ou il y a des conjoints qui sont passés, mais il y a tes amis aussi qui ont été très importantes. Ta vie, c'est aussi ça. Ben oui, puis... ça fait partie aussi de ma réflexion. C'est pour ça que j'en parle beaucoup d'amitié dans le livre, parce que c'est intimement relié à ma volonté d'être mère ou non. Parce que des fois, j'aurais le goût d'être mère avec elle, de vivre cette aventure-là en étant mère avec mes amis qui vont devenir mères aussi, pour certaines. Mais des fois, je me dis, non, mais moi, je vais être présente. Je vais être maternelle envers elles. Quand elles vont avoir besoin de moi, je vais avoir l'espace mental puis le temps dans ma vie pour m'occuper d'elles. Fait que c'était toujours... je tergiversais tout le temps entre ces deux envies de... C'était comme si c'était deux... Mais je le dis souvent, c'est deux vies. C'est comme... des fois, je me dis, ça m'épuise de penser qu'il faut que je recommence ma vie si je deviens mère. C'est comme si c'était une deuxième vie. Ouais. Mais, ça me souvent, on voit la maternité beaucoup. comme soit tu deviens mère, puis là, ta vie est complète, soit tu ne deviens pas mère et là, il manque quelque chose. Tu vas continuer de vivre ta vie, mais il va manquer quelque chose. Alors que ton livre démontre bien que c'est juste deux choix de deux vies complètement Absolument. Puis que les deux sont valides, finalement. Absolument. Moi, je vois des mères autour de moi. Il y en a qui sont moins heureuses, mais il y en a qui sont... que je peux pas elles ne peuvent pas s'imaginer autrement, puis que c'est merveilleux, puis que... tu sais, donc, j'ai de tout, tu sais. Mais c'est dur de garder les deux vies en même temps. Ouais. Mais tu parles aussi d'expériences des fois médiatiques que tu as eues quand tu parles de ce sujet-là, que tu es moins bien reçu là, par certains individus. Certains Robert? Ben, certains Robert, oui. Non? Oui, c'est comme si les hommes, parce que j'ai pas du tout eu de conversation délicate avec des femmes, là, je généralise, mais moi, c'est mon expérience, là, en parlant. C'est comme si ils veulent pas te croire. Ça les gosse. Ils savent plus que toi. Ah oui, hein? Ils te mansplainent. C'est très infantilisant, je trouve. C'est dans le temps que j'ai pas toujours eu un chum, là. J'ai été longtemps seule et très heureuse de l'être. Je dis pas célibataire parce que des fois, je trouve que ça sonne péjoratif. J'étais seule et heureuse. Puis les hommes étaient comme... avaient toujours des réponses pour moi. C'était... mais quand tu vas rencontrer le bon, là, ça va kick in, tu sais, ou c'est parce que t'es trop jeune, ou tu vas voir, tu vas changer d'idée, tu sais, c'est un discours très, très répandu, là, mais c'est comme si ça venait vraiment les gosser. Ouais. C'est comme, non, mais t'as pas compris, là. C'est comme inacceptable. Elle a ta place. Oui, elle a ta place. Là. Là, t'es en train d'avoir du fun, là, tu penses que t'es meilleure que tout le monde, là, en voulant pas être mère, là, mais va t'asseoir là. C'est comme ça que je le ressentais beaucoup.
Ouais, encore aujourd'hui, c'est fou. Ben oui. Ah, vraiment. Mais je trouve que les nouvelles générations, par contre, donnent espoir. Tu sais, j'avais un étudiant qui s'est intéressé, en fait, à cette question-là. Beaucoup de... Ben, c'est aussi la question de la ligature des trompes, là. Ouais. Puis je veux pas spoiler son travail, mais il s'est fait faire une ligature des trompes lui-même parce que sa conjointe ne voulait pas d'enfant et il était jeune. Puis il a analysé le parcours, en fait, de qu'est-ce qui arrive, se faire ligaturer les... Voyons, qu'est-ce que j'ai dit? Ligaturer les trompes, c'est pas ça que je voulais dire. Ligature des trompes et c'est quoi qu'on fait? Vasectomie. Vasectomie. La Je pensais vasectomie, que c'était une personne trans. Non, excusez-moi, je suis vraiment mêlée. Je te suivais, là. Je suis mêlée, tout le monde, je voulais pas dire ça. Je voulais dire vasectomie, excusez-moi. Donc, la vasectomie, l'expérience de la vasectomie versus ligature des trompes, mais c'était beaucoup plus facile pour un gars, premièrement, de se faire vasectomiser. Alors, le choix de l'homme était moins remis en question que de se faire une ligature des trompes pour sa conjointe. Donc, c'était bien intéressant, mais j'ai remarqué que chez les plus jeunes, il y a une plus grande ouverture à discuter de ça. Moi, j'ai plus de couples d'amis, un, entre autres, qui sont ensemble depuis 15 ans, puis c'est elle qui en veut pas. Puis lui, il en aurait vraiment voulu. Puis à un moment donné, il l'aimait tellement qu'il a décidé que ça se faisait. Je pense qu'il y a de plus en plus de cas comme ça de femmes qui en veulent pas. Puis c'est juste qu'il faut en parler plus. Oui, parce que j'ai l'impression que... Puis je suis peut-être pessimiste, puis, mais en même temps, j'ai écouté Joanne Liu qui dit... le cynisme est une posture d'enfant gâté et ça a changé ma vie. T'as entendu ça où, ça, dans un bon podcast? Moi aussi, ça a changé ma vie. Ça a changé ma vie, puis j'ai écouté tantôt. Fait que ma vie a changé il y a 15 minutes. T'es très influençable. Oui, vraiment. Moi aussi, ça a changé ma vie. Je suis un peu ouverte, genre, je suis comme, donnez-moi des outils, la gang, je vais être une meilleure personne. Mais je pense qu'on est quand même dans une chambre d'écho. Elle est grande, une chambre d'écho de plus en plus grande, mais j'ai pas l'impression que si je sortais de ma chambre d'écho, j'aurais les mêmes conversations sur la vasectomie avec les hommes que je rencontre. Non, c'est sûr. Puis parce que même dans ma chambre d'écho, je sens de la résistance face à la vasectomie. Ah oui? Oui. Plus qu'on pense. Il y en a... De la part de gens qui jugeraient des hommes qui se font vasectomiser? Non, de la part des hommes qui sont comme... Oui, non, mais en même temps, la vasectomie, tout le monde, ça se fait en 5 minutes, là. Des fois, il y a de la... je viens de le vivre, là, avec mon chum, là. Ça a pris 15 minutes. Ah non. Mais les médecins, par contre, quand ils font l'acte, là, c'est comme si c'était la plus grande affaire qu'ils ont vue de leur vie. Là. En tout cas, moi, les interventions, moi, c'était comme quand les médecins en parlaient, c'était comme là, faut que tu restes assis, là, faut qu'elle reste à côté de toi, là, faut qu'elle te prenne par la main. Mais non, j'avais même pas le droit de rentrer, moi. Ah ouais? Ah non, moi, j'étais là à côté, j'avais Non, l'impression qu'elle a accouché. J'étais comme là, tu vas te calmer le pompon. Si j'avais été là, je pense que j'aurais été mauvaise. J'aurais comme pogné les nerfs si on avait traité ça comme un accouchement. Les nerfs. De toute façon, ils ont dit, nous, on se fait faire des pap tests à froid, là, genre. Parce qu'il y en a qui se font faire des puis des accouchements, puis des violences des crampes menstruelles. Puis on se dit qu'il faut pas prendre la péridurale parce que... Oui, c'est ça. J'aimerais ça qu'on compare la douleur des crampes menstruelles à la douleur post-vasectomie. Bien curieuse de savoir comment on compare ça. Mon truc, c'est ces vidéos d'hommes qui font le simulateur là, de douleurs menstruelles. Ah, j'adore ça. Parce qu'ils capotent vraiment rapidement, mais je suis comme... Ça, c'est sur TikTok qu'on regarde ça. Ben, j'ai pas vu ça. Sur la plateforme TikTok. Ça, c'est sur Internet. Sur Internet, Léa. Moi, ces temps-ci, là, sur mes réseaux sociaux, je vois juste des affaires de sabots de vache. Ça me tape ses nerfs. Je suis dégoûtée. Pourquoi? Ben, on nettoie des sabots de vache. Là. Ah, mais c'est comme apaisant. C'est agréable. C'est comme les baleines à bosse, puis d'autres, les... Oui. On est rendu aux baleines à bosse. Bon. Donc, oui, pour revenir... Mais tantôt, tu mentionnais le féminisme, puis que c'est arrivé tard quand même, mais... Je trouve que ton livre est féministe quand même. Est-ce que tu te dirais comme ça? Ben oui. Je pense que mon existence est féministe, là, dans le sens que je pense pas que je mange mes céréales puis je suis féministe, là, dans le sens que comme j'ai pas envie de faire quelque chose qui l'est pas. Que ce soit la plus petite des choses que la plus grande des choses. Mais comme même pour moi, Belle Fleur aussi, la série que t'as écrit, qui est une série que je vous invite à voir, qui est super. Tu sais, tu déconstruis aussi les normes, je veux dire, patriarcales. Absolument. Mais selon moi, c'est une de mes œuvres les plus volontairement féministes. C'est pour ça qu'on l'a fait, la série, Nico et moi. C'est parce qu'on voulait donner, premièrement, inspirer des hommes à se trouver des outils puis à les utiliser, mais on voulait aussi donner de l'espoir aux femmes d'être en relation avec des hommes. Pour nous, c'était comme le projet le plus égalitaire qui soit avec nos capacités puis notre envie de raconter des histoires. Là. Puis dans votre couple aussi, dans l'écriture, j'imagine que ça faisait partie aussi de... Ben oui, c'est nos conversations de base. On est deux bons jaseux, puis on est deux personnes qui veulent être de meilleures personnes. Moi, je pense que tout le monde veut savoir
comme Nicolas et toi, tu sais, comment c'est arrivé? Qu'est-ce Non, qu'on ça, veut je sais pas savoir? si c'est la question Ben- pertinente. Non, c'est pas vrai, là, mais c'est... Qu'est-ce Parce qui est que, tu sais, arrivé? à travers le temps, je veux dire, on te suivait, on se disait, bon, les conquêtes, etc., mais là, Ouais. le match ultime, Ouais. tu sais, c'est... Mais t'en parles dans le livre. Oui, oui, absolument. C'est vrai que c'est un match ultime. Bon, ultime, on va pas te mettre de pression, là, Non, mais... non, mais en même temps, tu sais, il n'y a pas de... On s'est mariés, puis on est bien heureux, puis on s'est mariés pour plein de raisons différentes. Je pense que c'est une grande question. Sans devoir faire sa grande éloge, je pense que j'ai trouvé comme une personne qui veut être une meilleure personne à tous les jours, puis qui est un homme. Je pensais pas que ça... Genre, on n'avait pas rencontré vraiment. Je pense qu'il est quand même one of a kind. Oh, Ouais. Nico. Puis tu l'as Vraiment. aimé. Beaucoup. Mais c'est beau de dire ça, d'être avec quelqu'un puis que les deux vous souhaitez être des meilleures personnes. Je trouve que ça demande beaucoup d'humilité de se dire ça. Ouais, hey, parce que j'ai du chemin à faire aussi, là. Tu sais, dans le sens que, comme... C'est pas parce que j'existe de manière féministe à tous les jours que mon féminisme est parfait, là. Je veux dire, j'ai plein de défauts là-dedans, dans ma façon d'être militante, dans ma façon de réfléchir, dans ma façon de m'éduquer, mais aussi comme amoureuse, comme belle-mère, comme sœur, comme fille. Je veux dire, comme amie, mon Dieu, loin d'être parfaite, là. Je veux dire, il y a ça aussi dans le livre, c'est que ça... je parle juste des bons côtés aussi de l'amitié, puis mais je parle pas de mes travers. Je parle, tu sais, oui, je parle de mes difficultés à l'adolescence, dans la vingtaine, mais pour l'amitié, c'est pour ça que en fait beaucoup que j'ai envie d'être une bonne personne. Tu sais, j'en aurais pas d'enfants, fait que c'est souvent on dit comme quand t'as des enfants, tu veux vraiment être la meilleure version de toi-même. Mais moi, j'ai pas ce déclic-là. Là. Fait que faut que j'en trouve d'autres. Puis dans l'amitié, j'ai envie d'être la meilleure version de moi-même, comme belle-mère aussi, évidemment. Mais ouais, Nico, c'est vraiment une rencontre qui m'a donné de l'espoir. Je pense à un moment où j'étais vraiment dans le... Tu sais, aujourd'hui, mon féminisme inclut beaucoup les hommes parce que je pense que c'est important puis c'est nécessaire puis on peut pas avancer sans ça. Mais avant de rencontrer Nico, j'étais peut-être plus dans the dark side of the... Le cynisme, Le peut-être, cynisme, justement. oui, Mais on l'a exact. tous eu, hein, dans une période de Ouais. célibat. Je veux dire, on Ouais. l'a tous rencontré un ou deux Ben, trucs un plus, puis cynisme on s'est envers dit les non, hommes. merci. Un ou deux? T'es chanceuse? Mais on a du cynisme aussi face à la relation hétérosexuelle. Puis c'est intéressant ce que tu dis parce que moi, depuis quelques temps, je suis avec mon conjoint depuis 8 ans, mais on dirait que je me dis, après Jonathan, c'est fini, là, les relations hétérosexuelles pour moi. C'est comme Je dis les toujours hommes. ça Ah aussi, oui? Nico. Oui, vraiment. Moi, tu sais, j'ai réalisé que j'étais bisexuelle un peu avant Jonathan, mais là, maintenant que je suis dans un couple heureux, avec un enfant, tout ça, je me dis, après, c'est fini parce que des gars comme ça, je me dis, il n'y en a pas tellement. Non, Ouais. puis c'est vraiment l'antithèse de la masculinité Tout à fait. toxique. Là, je m'excuse d'utiliser le terme oui, qui mais mon fait chum, polémique, c'est- mais Mais c'est là, le moi, je l'aime, ce contre. terme-là. Ben, moi aussi, je l'apprécie, mais écoute, il y a des masculins veut- qui n'aiment pas ça. Ben, Non, j'allais on s'en dire, fout d'eux. ou même des Eux hommes, autres, ça, parce que ça veut pas dire que tous les hommes sont comme ça. Mais Jonathan, Oui. c'est une figure comme Nicolas, là, je veux Exact. dire. On Je s'entend connais pas Nicolas, d'égalité, mais puis... j'ose espérer. Mais Ben, dans c'est- l'intimité aussi, là. Oui, oui. Oui. Ben, je pense que c'est des hommes qui ont pas peur de dire qui ont pas peur de pas dire, je recommence. qui se sentent pas menacés Mhm, c'est quand ça. on parle des hommes, quand on parle du chemin à faire, quand on parle de comment on se sent persécuté, comment on se sent menacé, comment on a peur des fois. C'est pas des hommes qui sont comme ouais, mais on n'est pas tous de même là. J'ai jamais Non. entendu mon chum dire ça parce qu'il est conscient que l'impression qu'on a en tant que femme, c'est d'avoir peur de manière générale. Tu sais. Mais ça, c'est d'être sécure avec sa masculinité parce que, tu sais, les vidéos sur les médias sociaux d'influenceurs masculinistes, un peu, ou de gens, des hommes qui font comme, ben là, ça, c'est fifi, ça, faut pas faire, tu sais, faut avoir un tel type de masculinité. Ça vient d'une insécurité avec ta Mais masculinité. c'est destructeur oui, pour les c'est hommes démontré, aussi, ouais. là, de penser comme ça. Puis, tu sais, Non, là, c'est ça. c'est un énorme sujet, mais tu sais, je sais que, puis je veux pas parler pour Nico, mais il serait là, puis il en témoignerait. Là, il n'y a jamais eu une masculinité qui correspondait au code C'est de la ça. masculinité des années 90, On étouffe. 80. On étouffe. Il étouffait, puis il souffrait de cette pression-là, puis je pense que c'est pour lui libérateur de travailler à créer de nouveaux modèles aujourd'hui, même à 43 ans. Puis, ouais, je pense que c'est ça, en fait, le grand manque, c'est que les hommes peuvent pas s'identifier à rien, sauf à une chose, puis sont comme, ouais, mais si je suis pas ça, je suis qui? C'est plus ça qui est paniquant pour Dans eux, la je crois. virilité, la violence. Ouais. Puis, tu sais, j'ai lu des études qui démontraient vraiment que ceux qui adhèrent au discours masculiniste ont tendance à justement avoir une
peur de perdre les privilèges à se sentir effectivement menacée. Ouais. C'est ce qui revient. Et après, ben il y a parfois un manque d'éducation, il y a toutes sortes de choses, tu sais, de l'absence de transmission d'une éducation sur l'empathie, sur... tu sais, ils sont la pas... vulnérabilité. C'est ça, on n'est pas outillés, en fait, je trouve, dès l'enfance. Ouais, quand on parle de patriarcat, c'est comme si on dit « Ah, les hommes sont mauvais et les femmes sont des victimes », alors que le patriarcat, les normes genrées en société sont péjoratives pour tout le monde. Absolument, sont destructrices pour les hommes aussi. Mais pourquoi on peut pas utiliser le terme patriarcat? Je veux dire, historiquement, il y a eu une domination physique et monétaire, etc., à travers le temps. Donc, moi, la dernière fois que j'ai utilisé ce terme-là, je me suis fait ramasser sur l'espace. Mais toi, tu te fais aussi... Tu dis des choses qui, pour moi, font du sens. Tu as un féminisme, selon moi, très inclusif, très... Parce que tout ce que tu dis, pour moi, ça coule de source. Mais parfois, tu te fais critiquer sur des trucs féministes, des termes ou des... Non, mais comme... Ben oui, par des réactionnaires. Loin, par des réactionnaires, mais on a beaucoup changé. La société a changé parce que moi, il y a 10 ans, j'étais la féministe pas assez radicale. Puis là, tout d'un coup, je suis devenue une féministe radicale. Mais j'ai toujours dit la même chose. C'est ridicule de me faire dire que je suis quelqu'un qui est extrémiste. C'est faux. C'est complètement faux. Je suis pour les droits humains. On est pour les droits humains. Et ça s'avère qu'il y a des femmes qui subissent des oppressions. Là. Absolument. Alors, et des personnes non-binaires, etc. Donc... Mais ça me revient à penser à ce que tu disais tantôt, ton féminisme qui évolue. Puis je trouve qu'il y a de l'humilité là-dedans de se dire... Parce que moi aussi, j'ai découvert quand même... Je suis devenue militante plus sur le tard. Mais qu'est-ce que tu dirais à des gens, justement, ou des femmes qui se disent pas nécessairement féministes, puis qui ont peur de devenir militantes ou pour qui ça évolue, tu sais, de comment est-ce que... C'est correct de se sentir comme ça? Ben, je pense que c'est parce que c'est intimidant de se prononcer. Tu sais, nous trois, là, ça fait partie de nous. On se prononce, c'est ça qu'on fait dans la vie. On est comme construite pour être à l'aise avec ça, puis de prendre des risques, puis de se mouiller, de se remettre en question, de challenger, de s'ostiner, de confronter. On est construite comme ça. C'est pas pour tout le monde de se prononcer, puis on dirait qu'il faut de plus en plus dire que c'est correct de pas... On peut aussi faire un travail qui est plus anonyme, puis ça vaut tout autant. Je pense que c'est pas parce que tu t'épanches pas sur la place publique sur ton féminisme que t'es pas féministe. Mais je pense qu'on peut peut-être commencer par là, de dire comme, ben évidemment que t'es pas obligé de sortir dans les rues point levé ou sur les réseaux sociaux parce que ça peut être très, très, très intimidant de se prononcer là-dessus sur les réseaux sociaux aujourd'hui. Mais je pense qu'il faut... peut-être le mettre à l'échelle de ton quotidien, de ton vécu à toi, de comment tu le vis dans ta journée, tu sais, de le mettre à échelle humaine et non de penser que si t'es féministe, t'es obligé de le crier sur les toits, puis... Mais je pense que c'est important d'être féministe. Je pense que c'est essentiel. C'est une prise de risque aussi de parler, tu sais. T'as envie aussi de l'adversité, là. Je veux dire, j'aimerais ça qu'on revienne sur la couverture du Elle qui t'avait valu des commentaires de vieux mononcles, de Robert, de slut-shaming. Ça m'avait vraiment choquée comme situation. Toi, comment t'avais... rappeler pour les gens qui écoutent... oui, bien, c'était juste une... Ben, en fait, Sarah Maud, elle était sur le cover de cette revue du Elle, puis c'était une position qui était, écoute, je veux dire, un peu sexy, là, mais on va pas non plus... je veux dire, c'était pas si sexy que ça, là. Je veux dire, c'était une belle photo. C'est drôle parce que moi, tu sais, j'étais là pendant le shooting. C'est moi. Oui. Dans ma tête et dans mon corps et dans l'état où j'étais à ce moment-là, pendant que le photographe me prenait en photo, j'étais pas en train de me dire « Hey, j'ai une position sexy, moi, là. » Ouais. Genre, j'étais juste assise, puis j'avais mis ma patte, ma longue patte un peu Bambi sur le coin de la chaise. Puis j'avais posé, puis c'était tout. T'étais bien dans ton corps. J'étais comme, ça va être ça. Tu sais, Fait que la réaction, bien sûr, a compris cette nuance-là et s'est dit, ce n'est qu'une belle photo, j'imagine. Bien, c'est sûr que les messieurs... En fait, le discours qui est ressorti, c'est qu'une femme de mots... qu'une femme de mots ne pouvait pas être aussi sexy. Ah, tiens, ça me rappelle quelqu'un. Ouais. Ça me rappelle Stéphane Vienne. Oui, exactement. Mais comment t'avais réagi quand c'est arrivé, ça? Est-ce que t'étais surprise ou...
j'étais vraiment surprise. Vraiment, là. J'aurais pas pu m'attendre à ça, là. Moi, je voyais le cover puis j'étais juste bien contente d'être sur le cover du Elle, là. En tant qu'autrice, j'étais comme, avec mes mots, j'ai réussi à me hisser une place sur un cover de magazine. Tu dis ça à la petite fille, la petite Sarah Maud de 12 ans qui voulait être mannequin puis qui, mon Dieu, c'était un grand rêve. Moi, je pensais juste au bonheur de cette affaire-là. Ouais. Puis quand ça a commencé à sortir, j'étais comme, mais vous êtes donc bien con de gâcher mon moment. Ouais! Comme vous gâchez mon bonheur, la légèreté du moment, l'espèce d'accomplissement pour moi était complètement assombri par des messieurs qui étaient comme, mais il me semble qu'elle devrait écrire des livres au lieu de s'écarter les jambes. Mais j'avais vraiment juste envie de dire, moi là, je vais continuer d'écrire puis je vais faire la split, monsieur. Ah, bon, donc ta réaction, ça a été quand même positif. Ben oui, parce que ils n'ont pas raison, selon moi. C'est complètement ridicule. Tu sais, c'est comme si on me disait, la Terre est plate. Ben non, ça me fait rien, là. Je veux dire, pas m'ostiner avec toi, la Terre est pas plate. On dirait que c'est comme une évidence pour moi. Fait que ça m'a gossé qui gâche mon moment, égoïstement. Ouais. Mais aujourd'hui, ou de dire à quelqu'un comme toi, je me souviens que tu t'es déjà fait critiquer d'être, entre guillemets, trop cute, là, je vais le dire comme ça, mais tu sais, c'est comme si tu pouvais pas être cute, sexy et féministe et intellectuel. C'est comme... Mais ça c'est vraiment ringard. Là, c'est ringard. Oui, ben c'est ça. J'avais trouvé ça ringard aussi. J'étais comme, pauvre monsieur, vous êtes fâché là, de me trouver belle, c'est ça? Ah, ouais. Ça vous gosse, hein? Ah, c'est comme... Il aurait fallu que tu une pose avec des lunettes avec un livre ouvert. Ouais, en noir et blanc, avec une chemise Ralph Lauren boutonnée jusqu'en haut. C'est comme ça que les autres... Puis aussi, c'est une vision tellement arriérée des femmes, point. Là, mais c'est encore les mêmes Robert qui sont confrontés par ton désir de non-maternité, puis ils ont besoin de te dire « reste à ta place ». Exact. Mais elle ne restera pas à sa place, non, Maud Beauchesne. Parce qu'elle continue, elle bouge, elle fait bouger des choses. Elle est en mouvance. C'est quoi tes prochains projets? Qu'est-ce que je peux te dire? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire? On aime les secrets. Parce que Sarah Maud au Salon du Livre, là, c'est quelque chose. Là. Elle a un lectorat qui l'attend et des filles de toutes sortes de générations. Je dis des filles, là, parce que c'est beaucoup des filles. De femmes, Filles-femmes. Filles-femmes, des ados, des femmes plus âgées, etc. Donc, est-ce qu'il y a un livre? Il y a un livre, ça, c'est sûr. Il y a toujours un livre. J'ai envie de renouer avec le roman. Ah! La fiction. Donc, ça, c'est un livre qu'il faut que j'écris. Il est tout dans ma tête. Il est tout là. C'est juste que j'écris beaucoup de télévision. J'adore écrire de la télévision. C'est vraiment une passion pour moi. La télé, c'est vraiment un monde qui me passionne. Donc, je mets beaucoup d'énergie sur la télé parce que c'est un feu roulant aussi, la télévision. Tu prends les opportunités quand elles viennent, puis tu peux pas vraiment dire non, donc tu continues. Puis tant que ça continue, tu restes dans le train. Mais quand beaucoup en demande, c'est beaucoup. Exact, mais c'est tellement le fun. OK, donc ça se passe bien, toi, ton écriture. Oui, ça va très bien. Mais c'est sûr que mon pauvre roman négligé sur le rond, j'ai vraiment hâte d'avoir le temps, mais je pense que je vais être obligée de prendre le temps de le faire. Tu sais, je pourrais pas continuer de juste comme j'ai fait avec mes autres projets de romans ou de récits ou de juste comme tout faire en même temps. Je pense que pour écrire cette fiction-là, je vais devoir m'arrêter. Ouais. Et s'arrêter pour ralentir aussi. Donc, on vient à la même question. Pourquoi écrire? Donc, écrire parce que t'as pas le choix. Parce que c'est là. Écrire parce qu'il y a trop de choses dans ma tête. Trop de sujets à aborder, trop d'émotions à traduire, trop de dynamiques sociales à analyser, trop d'histoires d'amour à raconter. Comme, tu sais, je fais beaucoup de routes ces temps-ci parce que j'habite à la campagne, puis si je faisais le recensement de toutes les choses dont je voudrais parler dans une ride Knowlton, Montréal, on dirait que j'en ai pour le restant de mes jours. Puis c'est ça qui me passionne, c'est ça qui m'excite, c'est que j'ai tellement eu peur après Fourchette, après le blog, après la série, de plus avoir rien à dire. Parce que j'avais l'impression que mon identité était encapsulée là, puis que j'allais plus avoir rien à dire. Et là, de me rendre compte que non, la vie continue, mon identité de femme se complexifie, j'ai comme 1000 choses à raconter dans plusieurs angles différents, avec plusieurs médiums. Ça m'excite vraiment, puis ça me rassure, parce que je me dis, je vais pouvoir écrire jusqu'à sur mon lit de mort. Ben, nous, tout ce que tu as à dire, on apprécie beaucoup. On va t'écouter. On va te lire, on va t'écouter. Sarah Maud Beauchesne, Faire la romance. Qui est toujours disponible dans toutes les bonnes librairies. Puis merci de t'être livré. Ça me fait
Grand plaisir. avec une grande générosité, puis on te suit pour la suite. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être invitée à ce balado. Merci.